qu'on ne tire plus la bière, ben c'est foutu. Si on nous donne l'autorisation le 3 avril de réouvrir, ce sera de la perte totale, il faudra jeter tout ce qui reste. À la perte des marchandises viennent s'ajouter des loyers et des charges à payer. Les conséquences risquent donc d'être lourdes. Dans cet autre établissement, le patron en est conscient, mais il relativise. Dans ce cas-ci, je ne crois pas que le chiffre d'affaires pour la santé et le bien-être de tout le monde. Donc je suis pour cette décision-là, espérant vraiment que ça va servir à quelque chose d'ici 3 semaines, quand tout le monde pourra reprendre son activité normale. Et la fermeture ne touche pas que les cafés, les restaurants et les discothèques sont aussi concernés, mais pas les magasins. Les vendeurs de vêtements ou d'électroménager, par exemple, pourront ouvrir à la semaine et pas le week-end. Pour cette représentante du secteur Horeca, il y a discrimination. Dans un café, vous avez 10 personnes et ils peuvent se contaminer l'un l'autre. Vous allez dans un magasin de chaussures ou un magasin de vêtements, mais c'est pareil, il y a 10 clients, ils peuvent se contaminer l'un l'autre. Donc on ne voit pas pourquoi tout d'un coup ces magasins-là peuvent rester ouverts et que le secteur de l'Horeca doit fermer totalement. Du côté des clients, les avis sont plutôt mitigés. Ce sera très bien pour la population et qu'on va faire un effort, donc de rester un peu plus isolé. Je ne vois pas pourquoi un indépendant doit s'oublier cette histoire-là. C'est dommageable pour les commerçants, mais elle est nécessaire, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution. En attendant, la Flandre a débloqué une indemnité forfaitaire de 4 000 € par quartier. Côté francophone, autorités et représentants du secteur Horeca se rencontraient cet après-midi. Les mesures sur d'éventuelles compensations financières devraient tomber au prochain cairn, prévu lundi. Et on va aller prendre l'ambiance justement dans un quartier bruxellois habituellement très animé le vendredi soir. Bonsoir David Bréchard, question simple, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Eh bien, Laurent, nous sommes au parvis de Saint-Gilles et je peux vous dire que les bars et brasseries se remplissent de plus en plus et que les clients continuent d'arriver. On a discuté avec ces fêtards du vendredi soir, ils nous disent ne pas vouloir rater l'opportunité de faire une dernière soirée avant quelques temps, hein, même si certains pensent au risque, bien sûr, ils disent vouloir garder certaines distances, mais tous sont bien décidés à faire la fête. Alors du côté des établissements, eh bien, fatalement, ils doivent écouler au plus vite le plus grand nombre de marchandises avant la fermeture obligatoire de minuit. Alors certains établissements eh bien, font des ristournes de 30% sur la nourriture ou d'autres de 50% sur les bières. Oui, c'est concrètement, comment la police va aller dans les cafés, dans les restaurants? En ce moment, justement, il y a 2 arrêtés ministériels qui ont paru dans le Moniteur belge. Le premier pour déclencher la phase fédérale à partir de minuit, et puis le deuxième pour annoncer les mesures qui en découlent. C'est inscrit dans les textes de loi. C'est inscrit dans les textes de loi. Deuxièmement, il y a donc une uniformité sur le territoire tout entier, ce qui était très important. Ce n'était pas le cas jusqu'hier avant la décision du CEM. À partir de minuit, on a donc toutes les mesures qui sont les mêmes sur tout le territoire et qui sont aussi, dirigées par les gouverneurs de toutes les provinces belges et puis qui sont implémentées par les bourgmestres en se basant sur leur faculté d'avoir les mesures pour la police administrative. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer, que ce soit à Anvers, à Bruxelles, à Charleroi, si la police, après minuit, découvre un restaurant, un café qui est encore ouvert, quelles sont les sanctions? Ce sont les sanctions d'ordre administratif, mais il y a déjà pas mal de bourgmestres qui ont déjà averti ceux qui ont un café, un bar ou un restaurant, qu'il y a donc des mesures qui sont annoncées pour les fermetures à partir de minuit. Ça veut dire quoi, sanctions administratives, très concrètement, qu'est-ce qu'ils risquent? En fait, normalement, on travaille tout d'abord avec un avertissement. Si avec un avertissement, on ne suit pas les mesures qui ont été prescrites, bien entendu, il y a par après le système des sanctions administratives qui vient, et malheureusement avec des amendes. Mais je crois bien, lorsqu'on tient compte de la situation dans laquelle on se trouve, que tout propriétaire, que tout commerçant, vraiment s'est déjà rendu compte, après les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui, vraiment de la situation et de la gravité de la situation. Et donc j'espère que nos services de police ne devront pas trop intervenir, mais néanmoins, si le besoin en est, les services de police le feront. Alors ils le feront, mais est-ce que concrètement vous avez les moyens? Il y a des milliers d'établissements Horeca en Belgique. Est-ce que vous avez suffisamment de forces de l'ordre? Vous avez parlé de renforts, est-ce qu'ils sont chiffrés? Est-ce que vous avez les moyens de faire respecter ces mesures? Oui, certainement, mais on vit encore toujours dans un état de droit. Ce n'est pas une loi martiale qui existe, mais c'est simplement des propositions qui s'imposent pour des raisons de santé publique.
C'est très important à souligner, ce n'est pas une mesure d'ordre quelconque, mais c'est parce qu'on est devant un très grave problème de santé publique qu'on a dû se prononcer sur des mesures. Puis, je suis convaincu, après l'annonce que j'ai déjà eue, de pas mal d'établissements, parce qu'il s'agit non seulement de bars, non seulement de restaurants, mais il y a aussi des salles de sport, il y a toutes les autres activités qui sont concernées, malheureusement, je dirais, par les décisions que nous avons prises, que nous sommes convaincus que la population s'est rendue compte qu'en fait, ensemble, on devra surmonter les défis. Et on entend ce soir que vous en appelez à la bonne volonté des citoyens, mais aussi des établissements Horeca. Merci beaucoup, Peter de Crème, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Voilà donc pour l'aspect des sanctions éventuelles en cas d'infraction. Mais abordons à présent l'impact économique. Les autorités avaient promis des mesures pour soutenir le secteur. Le gouvernement wallon s'est réuni à ce sujet aujourd'hui. Daniel Welter, il a annoncé prévoir une enveloppe de 100 millions d'euros. Oui, 100 millions d'euros qui seront directement versés aux secteurs les plus touchés, c'est-à-dire les cafés et les restaurants. Il faut savoir que la Wallonie compte tout de même 13 700 établissements. Alors certains sites touristiques bénéficieront également d'une aide ou encore des organisateurs d'événements qui ont dû tout annuler au dernier moment. Tout cela sera encore peaufiné demain, samedi, en gouvernement. À ce stade, on ne parle pas de forfait de 4 000 euros pour tout établissement fermé, comme c'est le cas en Flandre, non. Ce sera en fait en fonction des besoins. Le ministre wallon de l'économie nous a confié que ce serait sans doute plus facile, plus simple, un forfait, mais voilà, ce serait beaucoup moins équitable. Je vous propose de l'écouter. Un établissement qui emploie du personnel, ce n'est pas la même chose qu'un établissement qui n'en compte pas. La taille des établissements est importante. Le dommage subi peut aussi être très très variable. Si on a par exemple une production au départ de produits frais qui sont aujourd'hui achetés pour le week-end ou les prochains jours, ce n'est pas la même chose que dans d'autres types de spéculation. Et donc pour être sûr de notre choix quant à l'organisation, quant aux modalités, on veut concerter l'ensemble des secteurs, de leur représentation, et puis après établir un modèle qui soit aussi détaillé et correct que possible. Des propos recueillis par Daniel Welter. Merci beaucoup, Daniel. Et on a appris juste avant ce journal que la région bruxelloise vient également de faire part de quelques mesures urgentes pour l'Horeca et le secteur culturel, en dégageant à ce stade 20 millions d'euros. En bref, aussi cette grève sauvage menée ce matin par la CGSLB et qui a perturbé la circulation des bus tech en région liégeoise. Le syndicat libéral entendait dénoncer ce qu'il considère comme un manque de mesures contre le coronavirus dans les transports. Elle est en effet considérée comme faisant partie de l'Horeca et elle ne peut donc plus servir à table. Reportage à Charleroi, Jennifer Stas. Les chaises sont sur les tables, impossible ce midi pour les 300 habitués de prendre leur repas dans le restaurant. Les équipes de restaurateurs se sont déjà adaptées aux mesures du gouvernement. Qu'est-ce qui était prévu aujourd'hui comme repas? Voilà, des pâtes 4 fromages, comme disent Aurore et Sylvie, voilà, ce sera servi dans des raviers, c'est ça, hein, dans des raviers. Évidemment, pour nous, c'est très dur, parce que le Resto du Cœur, c'est bien plus qu'un repas. Le Resto du Cœur, c'est un lieu, un accueil, la rencontre des autres, on sort de la solitude, c'est aussi le service social et la vestiaire. Les bénéficiaires ne peuvent se présenter que 3 à la fois, pas question non plus de s'attarder, tous comprennent la situation. Je suis soulagé qu'il y ait un plan B, ça prouve qu'il y a encore des gens qui ont un peu de cœur. Surtout dans les enfants, les petits-enfants, on peut comprendre tout ça. Et malheureusement, ici, il y a un peu tout le monde, hein. C'est bien quoi. Mais vous comprenez que le gouvernement il a pris cette mesure-là? Je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont pris plus tôt déjà des mesures. Dès lundi, les équipes prévoiront une distribution de lunch pack froid. Dès lundi, on ne distribuera plus de repas chauds. On a décidé d'établir un colis d'urgence pour toutes les personnes qui se présenteront, qui solliciteront cette aide alimentaire. Dans ce colis d'urgence, il y aura des sandwichs, un dessert et éventuellement d'autres denrées en fonction des dons que l'on va recevoir. Donc on est toujours demandeur de recevoir des dons. Desserts, fruits, denrées non périssables. Les autorités avaient demandé aux citoyens de ne pas se précipiter dans les magasins, dans les supermarchés, et pourtant, nombre d'entre eux ont été pris d'assaut ce vendredi. Ils se sont même battus. Ils ont pu finir et les rayons vidés dans certains supermarchés. On le rappelle, il n'y a pourtant
pas de risque de pénurie. Anne-Catherine Croufer, Martin Victorès, Eric Belfer. Des files interminables jusque dans les rayons, des embouteillages aux caisses. Les caméras de télévision n'étaient pas admises dans les supermarchés ce matin, mais ces images amateurs le montrent. On se bousculait ce vendredi au propre comme au figuré. Même genre de scène dans les parkings, inhabituellement encombrés. De nombreux magasins ont été littéralement pris d'assaut dès l'ouverture ce matin par des clients craignant une pénurie. C'est pas en prévision? Non. Il reste ouvert, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je crois. Enfin, je pense. Pas de panique alors? Non. Ça sent bien pour moi. En attendant, certains magasins ont tout de même interdit aux clients d'acheter de grandes quantités au nom de la solidarité et du civisme. D'autres soignent l'hygiène avant la journée de demain, car rappelons-le, les supermarchés seront bien ouverts ce samedi. Oui, notez que d'après nos journalistes sur le terrain, la situation ce soir semble rentrer dans l'ordre. Et on le rappelle, les supermarchés ne vont pas fermer leurs portes. Ils ne sont pas concernés par les mesures prises par les autorités. Au contraire, des commerces non alimentaires, des magasins de vêtements par exemple, eux doivent normalement rester fermés demain. Mais vous allez le voir, beaucoup d'interrogations demeurent. Eric Belfer. Parmi les commerçants qui devront rester fermés demain, il y a d'abord ceux qui sont plutôt compréhensifs. Normalement, ça va nous coûter vraiment cher, parce que nous, le samedi, surtout les samedis, on travaille, c'est presque le 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, mais bon, en espérant que ça va passer et que ces mesures ils vont être aussi bien, surtout pour ne pas contaminer les autres, et voilà quoi. Il y a ensuite ceux qui n'acceptent pas vraiment la mesure et qui la trouvent absurde. Ça n'a pas vraiment de sens, hein. On peut ouvrir la semaine et on doit fermer le samedi. Je trouve ça logique, ou moi je trouve pas ça logique, ou on ferme tout court, ou on ouvre tout court. Parce que bon, le samedi, quoi, il y a plus de monde le samedi dans le magasin. Oui, c'est sans doute pour ça. Alors s'ils viennent pas le samedi, ils vont venir en semaine. Et puis, il y a les indécis qui ne savent pas encore quoi faire demain. On ne sait pas. On attend la décision de notre maison mère à Paris, du service juridique, pour savoir si on doit ouvrir. Parce que, est-ce qu'on vend de l'alimentaire? Oui. Est-ce que ça fait partie d'un besoin vital? La question aussi, on ne sait pas. Idem dans ce magasin bio qui vend à la fois des produits alimentaires secs et des soins de santé naturels. Je ne sais pas ce que je peux faire, si je peux ouvrir ou pas ouvrir. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement demain matin? Je vais ouvrir et voir ce qui se passe si j'ai pas d'informations supplémentaires aujourd'hui. Et attendre de voir si la police m'empêche d'ouvrir ou pas ouvrir. Peut-être amende à la clé. Avec peut-être amende à la clé. Donc ça, ce serait le coup de pompon pour un indépendant. En parlant d'amende, certains commerçants seront peut-être en congé forcé demain, mais attention, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Oui, on le voit, des situations pas toujours simples. On l'a dit, les restaurants et les cafés vont fermer. Mais qu'en est-il des commerces qui n'entrent pas dans ces catégories, mais où les contacts humains sont nombreux? Pouvez-vous, par exemple, encore vous rendre chez votre coiffeur? On voit ça avec Sarah Henrix. Nous serons fermés samedi. De nombreux salons de coiffure ont affiché ce message sur la porte, pensant que la fermeture des commerces le week-end les concernait aussi. Les salons fonctionnant sur rendez-vous pourront en fait continuer à recevoir leurs clients. Nous l'apprenons à cette professionnelle qui a déjà décommandé plusieurs personnes, un sérieux manque à gagner. Les gens sont en congé principalement le samedi, donc s'ils ont la possibilité de venir se faire coiffer, c'est le samedi. Comme on travaille avec les sans rendez-vous, forcément, la porte sera fermée pour eux, quoi. Dans cet autre salon, on ne prend normalement que des clients sans rendez-vous, mais pour ne pas perdre une journée importante, les habitudes sont changées ce samedi. On a vraiment la chance d'avoir des clients prévoyants qui acceptent, qui comprennent aussi la situation, donc qui téléphonent et qui prennent rendez-vous pour qu'on puisse les coiffer. Des mesures supplémentaires sont également prises pour éviter trop de promiscuité. On essaye quand même d'avoir un minimum d'espace entre chaque client et d'avoir ne serait-ce qu'un client par coiffeur. Partout aussi, les salons insistent sur les précautions d'hygiène. Il faut dire qu'un coiffeur peut difficilement rester à 1 mètre de son client. On touche les gens à longueur de journée, mais en général, il n'y a pas de souci parce qu'on désinfecte vraiment tous les sièges. Les tablettes, on a l'avantage d'avoir des capes jetables donc qui sont jetées après chaque utilisation et donc des désinfectants un peu dans chaque coin pour que la cliente et pour que nous les coiffeurs puissions bien désinfecter nos matériels et voilà. Certains salons élargissent enfin leurs horaires pour ne pas être surpeuplés ou se lancent dans les services à domicile. L'autre grande conséquence des mesures prises hier soir par les autorités, c'est la suspension des cours dans les écoles dans Juliette Pitichy. Dernière minute de cours pour cette enseignante en maternelle, avant au moins 5 semaines. On distribue déjà les bricolages de Pâques. Oh, alors ça c'était qui? Juliette.
avons une petite explication avec la classe. C'est mieux de rester à la maison. Lundi, tous les enseignants viennent à l'école. On accueille les enfants dans la cour pour une garderie. On voit le nombre d'élèves qu'on a et après on s'organise entre nous pour faire une permanence. 15h25, l'heure où le flot de parents inonde l'école avec une multitude de questions. Et les enfants les petits vont à la crèche auxquelles on tente de donner des réponses. Les enfants doivent absolument rester à la maison. Il y a une garderie assurée pour les enfants qui ont des parents en milieu hospitalier, au milieu police, sécurité, et pour les enfants qui n'ont pas d'autre choix que de les mettre à la garderie. Du côté des parents, même si on comprend la mesure, il va falloir s'organiser. On va essayer de les garder à la maison. Maintenant, on va voir ce qui est possible. Est-ce qu'on peut agencer par rapport à nos boulots, à mon épouse et moi. C'est dur, hein. Je travaille, je finis à 19h. Je ne sais pas, mais j'ai entendu ce matin qu'il y aura la garde à l'école. Je vais demander. Du côté des enfants, il y a ceux qui pensent au travail. C'est pas très bien pour notre intelligence. J'aime bien travailler, donc j'aimerais bien continuer l'école. J'aimais bien madame, donc ouais, je suis un peu triste. Et puis, il y a les autres. Je vais jouer dans mon jardin. Au soleil. D'habitude, dans cette école namuroise, le week-end, c'est un peu le calme avant la tempête. Pour une fois, ce sera l'inverse. Ici, on redoute ces 5 semaines un peu trop silencieuses. Seront ouvertes pour accueillir des élèves si et seulement si cela est nécessaire. On invitera les parents à garder les enfants à la maison, vu la situation. Maintenant, évidemment, un accueil réduit sera organisé pour les parents qui sont en première ligne. Donc les conditions ont été annoncées, tous les parents de milieu hospitalier par exemple, et donc ils n'ont pas pu trouver d'autres solutions. Ces enfants-là pourront donc être accueillis dans l'établissement. Un accueil et des garderies seront mises en place dans toutes les écoles pour les enfants dont les parents travaillent dans le secteur des soins de santé et de la sécurité, ou pour ceux qui n'ont aucune solution de garde. Il n'y a pas question de tri. Notre mission, c'est d'accueillir les enfants qui n'ont pas de solution de garde. Nous appelons évidemment à la responsabilité de chacun pour essayer de trouver au maximum des solutions, puisque le but est quand même de désengorger évidemment les écoles et qu'il n'y ait pas un confinement d'enfants à l'intérieur des écoles, mais nous n'allons pas refuser des enfants qui n'auraient pas de solution. En attendant, les profs s'organisent, préparent leurs cours. Ce professeur de sciences teste la vidéoconférence. Normalement, vous êtes tous connectés, je vois tous apparaître. Et dès lundi, c'est de cette façon qu'il donnera ses leçons. Donc ici, je suis en temps réel avec mes élèves. On a accès évidemment à des plateformes où on dépose nos cours, etc. Donc tous les documents sont accessibles, pas besoin de diffuser des feuilles, etc. Dans la salle d'épreuve, cette enseignante encode les informations dans le journal de classe numérique de ses élèves pour les 3 semaines à venir. Les leçons et les devoirs devront être réalisés à distance et pas question d'y échapper. On leur a bien expliqué que personne n'était en congé, que c'était bien une période de cours, mais qu'on n'était plus simplement en contact pour le moment. Mais on reste joignable pour eux par mail. On a aussi le système de vidéo par lequel ils peuvent nous téléphoner sans problème aussi pour pouvoir remédier à leurs questions. Pour les élèves, leurs parents, mais surtout leurs professeurs, il faudra trouver un équilibre dans ce contexte inédit. Et dans les prisons également, des mesures supplémentaires sont prises. Toutes les visites sont suspendues à partir de demain et jusqu'au 3 avril. Les détenus recevront un crédit d'appel de 20 € afin de maintenir le contact avec la famille. Les détenus qui présentent des symptômes de maladie seront placés en isolement et testés. En cas de test positif, un médecin décidera si la personne doit être transférée dans un hôpital ou mise en quarantaine au sein de la prison. Et puis le bilan du jour, le SPF Santé publique a communiqué ce vendredi après-midi. Il y a aujourd'hui 160 nouveaux cas d'infection au coronavirus en Belgique, 84 en Wallonie, 61 en Flandre et 8 à Bruxelles, ce qui porte le nombre de cas total chez nous à 559. Bref, vous l'avez compris, l'actualité est extrêmement dense ce vendredi et pour cause, on l'a dit, notre quotidien va changer dans les semaines qui viennent. On va donc refaire un point sur les mesures adoptées hier par les autorités. Bonsoir Aurélie Faumy. On l'a dit, mais on peut le redire, la mesure qui fait le plus parler d'elle, c'est dès lundi les enfants qui sont invités le plus à aller à l'école. Effectivement, dans les écoles fondamentales et dans les écoles secondaires, les leçons sont suspendues jusqu'au 3 avril. Ça ne veut pas dire que les écoles ferment,
un service de garde est assuré, notamment pour les parents qui travaillent dans le secteur des soins ou de la sécurité, ou ceux qui n'auraient pas d'autre choix que de laisser les enfants chez les grands-parents. Eux peuvent aller à l'école. Alors du côté des universités, les cours vont progressivement être donnés à distance pendant au moins 6 semaines. Et puis enfin, eh bien, les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. Autre point important, on a ouvert le journal avec ça, c'est la limitation de certaines activités à partir de ce soir minuit. Effectivement, les activités culturelles sont annulées, que ça concerne le sport, la culture ou le folklore. Et j'ai un trou. Oui, voilà, les lieux de rassemblement doivent aussi fermer. Là, on parle des bars, des discothèques et des restaurants. Alors, les livraisons à domicile ou les drive-in sont encore autorisés et les hôtels peuvent rester ouverts. On voit l'intérêt de refaire un point tellement il y a d'informations et on termine, Aurélie, avec les magasins, la plupart des magasins qui vont devoir fermer demain. Effectivement, les magasins doivent fermer dès demain, pendant le week-end uniquement. Alors ça concerne tous les magasins, sauf les magasins d'alimentation et les pharmacies qui peuvent ouvrir normalement. Et puis, à noter encore, du côté des transports en commun, eh bien, le service continue. Et puis, le télétravail est fortement conseillé. Merci beaucoup Aurélie Fauvi pour ce point en plateau et en direct. Voilà donc pour les mesures prises par les autorités. Des autorités qui appellent également à la solidarité entre citoyens, babysitting, courses ou échange de services en tout genre. Les Belges multiplient les initiatives ces dernières heures. Thibaut Balthazar, Martin Collier et Sarah Deveau. C'était une évidence pour Elisabeth. Depuis ce matin, cette future institutrice accueille des bambins chez elle gratuitement. Leurs parents n'ont pas trouvé de solution de garde, alors elle les occupe. On fait des colombas? Oui. Vas-y, cool. Alors qu'est-ce que vous faites avec les enfants cet après-midi? Alors cet après-midi, on fait ici un atelier modelage. Il y a aussi un espace construction avec des blocs, des Playmobil. On a aussi un atelier où c'est plus bibliothèque. Un espace doux où là les enfants peuvent vraiment se reposer s'ils en ont besoin. C'est vraiment essayer que ce soit le plus ludique possible pour eux et le plus attirant et motivant. Donc en fait ils apprennent sans vraiment se rendre compte. Et la demande est là, son agenda est plein pour les 3 prochaines semaines. Parce que pour des petits enfants, souvent la première solution c'est de les confier aux grands-parents, mais là dans ce cas-ci c'est la manque de choses à faire. Du coup, nous les ados on pourrait aider les parents et même les écoles à résoudre cette situation. L'entraide, c'est aussi la clé pour Géraldine, alors elle a posé la question à sa commune. Pourquoi ne pas mettre sur pied une plateforme citoyenne d'échange de services? Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail, je pense aux